Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. Je m'adresse à vous sur YouTube parce que je vais faire cette vidéo en partie sur YouTube et en partie sur ma plateforme euh, privée, Patreon, à laquelle je vous encourage de souscrire. La raison est que je peux aller plus loin, je décris plus en détail, et puis il y a énormément de contenu, des interviews. Ces dernières années, j'ai quitté YouTube et là je reviens parce que mon prochain livre va bientôt être fini. Je vais d'abord le finir. Et donc cette année, je reviens un petit peu parce que l'effondrement dont je parle depuis 10 ans est là. Nous y sommes, les économies sont en train de se viander, les systèmes financiers, les systèmes politiques sont aux abois, le craquement se voit de partout, et donc il me fallait peut-être vous encourager à encore vous préparer, parce qu'il n'est pas trop tard. On peut toujours faire ce dernier effort, on peut toujours faire une préparation pour nous, pour nos familles. Ceci peut vous permettre de peut-être mieux vous en sortir. Et donc je reviens, mais je reviens pas entièrement, je reviens avec un contenu limité, parce que d'une part, il y a une censure, et d'autre part, eh bien, j'aimerais vous encourager à venir sur Patreon. Au-delà du contenu, vous avez raté ces derniers mois des interviews, alors Aldostérone, Michel Drac, Laurent Ozon, plein de gens très connus. On a eu Amy Chua, qui est une professeure de Yale très très connue aux États-Unis. On a évidemment nos amis habituels, Kunstler, Orlov et plein d'autres. Eh bien, vous allez pouvoir, en rejoignant Patreon, revoir, avoir accès à tout ce contenu des 2 dernières années que vous avez raté sur YouTube, pour la modique somme de 5 euros d'abonnement tous les mois. Alors on va commencer le sujet de cette vidéo tout de suite. Alors, je voulais faire cette vidéo il y a déjà plus d'un mois, il y a presque un mois. Nous sommes le 3 février aujourd'hui où j'enregistre. Je ne sais pas si je la mettrai en ligne tout de suite ou dans quelques jours. Il faut que je l'édite, elle va être longue cette vidéo. Et je voulais vous parler un petit peu des prospectives de 2023. Je vous avais fait mes vœux où j'expliquais ce que je pensais voir venir, mais il me faut aller beaucoup plus en détail et aller beaucoup plus loin. Et donc on va parler aujourd'hui tout d'abord de l'économie, de voir comment est en train de se développer cette économie au cours de cette année 2023, quels sont les risques financiers, quels sont les risques pour la dette, quels sont les risques pour les obligations. Donc tout ça, ça devrait vous intéresser. Comment cela se lie ensuite avec Davos a eu lieu, le World Economic Forum a eu lieu il y a 2 semaines, comment cela se met en place. Et vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo qui expliquait pourquoi il est important de dénoncer les escrocs et les horribles personnages de nos propres communautés. Et je parlais, je mentionnais pourquoi j'attaquais les mafieux ukrainiens en disant qu'ils étaient juifs. Et parmi vous, il y a des juifs qui me disent, mais pourquoi tu dis qu'ils sont juifs? C'est des mafieux. Je dis oui, mais c'est votre travail de les dénoncer. Donc on voyait à Davos, par exemple, un journaliste qui se trouve être juif, qui est quelqu'un que je suis depuis longtemps, Ezra Levant, qui fait son travail, il fait le job, il va voir un membre de sa communauté, en l'occurrence le patron, le CEO de Bourla de Pfizer, et il lui pose les questions qui font mal, et il fait le travail. Parce que c'est en faisant ce travail qu'on évite la stigmatisation de l'ensemble d'une communauté. Moi, je dis ça, c'est pour vous aider, hein. Bref, on va parler de ça, on va parler de l'Ukraine, on va parler de la Russie, on va voir là où j'ai eu raison, là où j'ai eu tort l'année dernière, mais surtout, surtout là où j'ai eu raison, en fait, et comment c'est en train d'évoluer dans une troisième guerre mondiale, et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour se protéger. Euh, pas... Ma génération, on le dit, il faut sortir protégé, il faut sortir couvert, etc. Là, il va falloir un peu plus qu'un simple préservatif avec ce qui est en train d'arriver. Potentiellement. En tout cas, on a eu chaud l'année dernière au cours du printemps. Et heureusement, comme je l'expliquais dans un live récemment, sur Patreon, il y a beaucoup de lives, évidemment. Euh, nous sommes le risque avait baissé de guerre, de confrontation nucléaire. Et là, petit à petit, il remonte à nouveau. Et donc, il va falloir continuer à se préparer. De quoi allons-nous parler? Donc, guerre en Ukraine, on va parler de la Chine, du conflit maintenant plurimillénaire, mais en fait qui s'enflamme à nouveau entre l'Iran et Israël. On va parler de l'Amérique latine. Le Pérou est en plein chaos, en plein bordel.
On va parler d'énergie, on va parler de médecine. Alors ça, c'est le sujet qui fâche, hein, attention. On va parler d'inflation et son impact sur le social. On va commencer à parler d'inflation dans la partie économique. On va parler des grands gagnants et des grands perdants de ce qui est en train de se passer, notamment en Ukraine, mais dans la crise économique qui est en train d'exploser. Et puis, qu'est-ce qu'on va dire d'autre? Oui, on va essayer de faire un petit peu quelques prospectives sur comment on peut se préparer efficacement à ce qui est en train d'arriver. Donc, on est parti pour une bonne heure, facile, et on va commencer par l'économie. Il y a peut-être un mois et demi, ça va vite, peut-être 2 mois en fait. Je vous avais fait une vidéo qui expliquait comment on retourne aux fondamentaux de l'analyse. Parce que si on ne comprend pas ce fondamental, on ne peut pas décortiquer les paradoxes. Et ils ont été très difficiles ces paradoxes à décortiquer déjà pendant les 10 dernières années. Nous aurions dû nous effondrer, enfin, en tout cas financièrement, depuis déjà belle lurette. Et pourtant, on est encore là, les banques sont encore là, les dettes, malgré qu'elles soient à des niveaux absolument fantastiques, irremboursables, énormes, elles sont encore là et elles augmentent et les gens continuent à croire dans le système. Donc il faut que la grille de lecture change un tout petit peu. Et je suis allé, comme je le fais régulièrement, mais là j'ai eu l'opportunité de le faire en janvier sur plusieurs banques avec plusieurs personnes que je connais, que j'ai rencontrées, et je voulais avoir un petit peu leur avis ici en Suisse, et d'avoir un petit peu un retour de comment à l'intérieur de l'industrie bancaire on voit la situation actuelle. Alors, clairement, on nous parle voilà, d'une situation, évidemment, ça n'a échappé à personne. Moi, ça fait 10 ans que je vous le dis que nous allons avoir des inflations très élevées parce que, à partir du moment où il y a de l'argent qui est injecté dans une économie, tôt ou tard, ça va se traduire dans une inflation, ça va se traduire dans une augmentation des prix. En plus, les énergies sont enfin remontées, le prix des énergies est remonté. J'ai dit enfin parce qu'on va en parler plus tard dans la partie énergétique, mais lorsque on est habitué à avoir une économie avec de l'énergie bon marché, quand celle-ci ne l'est plus, eh bien, ça fait un choc. Et ça fait un choc, en l'occurrence, inflationnaire, mais pas seulement. Ça fait aussi un choc sur la disponibilité. Parce que les prix, c'est une chose, mais avoir accès à ce qui peut être très cher parce que rare, ou qui se raréfie, est aussi très important. Et parfois, vous pouvez imaginer voilà, on l'a vu pour le gaz russe, des énergies dont les prix sont encore relativement accessibles, mais où physiquement, ou pour des raisons d'infrastructure, merci les États-Unis d'avoir pété le pipeline allemand, eh bien, le produit, en l'occurrence cette source d'énergie qui est le gaz naturel, n'est plus accessible. Alors bien sûr, nous ne sommes pas encore dans la catastrophe qu'on aurait pu craindre lorsque ça a été annoncé l'année dernière avec ces augmentations de prix, mais on le voit au niveau de la consommation, les produits que l'on trouve au supermarché, que l'on consomme tous les jours, ont augmenté, leur prix a augmenté significativement cette année. Donc là, c'est personne, évidemment, il y a 5 ans, ça avait l'air d'être surprenant, ce qu'on disait par rapport à l'inflation qui arrive. Il y a 10 ans, ça paraissait, pour les gens qui m'écoutaient, étonnant. Mais maintenant, c'est l'évidence. C'est évident que les prix augmentent. Vous l'avez tous remarqué, on l'a tous remarqué. Le fameux panier de la ménagère, malgré les magouilles pour faire croire que l'inflation n'est pas forte, je vais me mettre comme ça. Ah, il y a trop de lumière. C'est pas grave. En contre-jour. Cette inflation, elle est très très forte. Et, bonne nouvelle, elle risque de baisser. Elle risque de baisser pour 2 raisons. D'une part, parce que les taux d'intérêt ont augmenté, donc le coût de l'argent augmente, et donc l'argent à taux zéro, à taux négatif, ou en tout cas à taux très bas, est moins disponible. Donc, on va moins l'emprunter, on va moins dépenser. Donc, la vitesse de circulation commence à ralentir. Donc ça, il va y avoir un effet contraire à l'inflation dans l'augmentation des taux d'intérêt. Mais il est faible pour l'instant. Mais on a aussi, et c'est peut-être ce que cherchent les banques centrales, alors on n'est pas dans leur petit papier, mais il est très possible qu'en fait, qu'ils cherchent à planter l'économie, à la faire ralentir drastiquement, pour que les gens, en gagnant moins, en étant au chômage et eh bien, consomment moins, et en consommant moins, faire baisser la demande, et donc faire baisser l'inflation. Pour peu que baisser l'inflation soit leur objectif. Ils le disent. Les banques centrales nous disent, avant-hier,
le chairman de la Réserve fédérale américaine disait, voilà, nous sommes sur le point de gagner, mais c'est pas fini. On doit encore augmenter les taux. Ils ont augmenté de 25, de 25 points de base, donc 0,25%. Après l'avoir augmenté déjà de 4,5% sur, je crois, l'année dernière, sur les 18 derniers mois en tout cas. Et donc, on arrive autour des 5% qui rendent, pour ceux qui ont des taux variables et pour ceux qui ont voilà, le renouvellement de leurs hypothèques ou emprunts en ce moment, individus comme entreprises, comme banques, comme les États, eh bien, rend ce renouvellement très cher. Moi, je sais que j'ai une hypothèque pour ma maison qui vient de se renouveler pour 5 ans supplémentaires et elle est passée de 0,6 à 1,7. Et voilà. Donc ça me coûte au moins le double sur cet emprunt-là. Alors c'est un tout petit emprunt, mais on l'a tous senti passer. Alors pour moi c'était fixe. J'ai des hypothèques à taux fixe. Mais pour beaucoup de gens, il y a des hypothèques à taux variable, basées sur le lombard, sur des taux Sauron, il y a toutes sortes de mécanismes. Et pour ceux qui arrivent à des renouvellements en ce moment, eh bien, le coût qu'ils vont devoir, en fait, le coût de cette hypothèque, le coût de l'argent va augmenter. Si l'économie plante, il y a aussi beaucoup de gens qui vont perdre leur emploi, qui vont avoir, là pour le coup, dépensé moins. Et donc, on peut avoir une récession qui est créée pour faire baisser l'inflation. Alors, comme je disais, il se peut que baisser l'inflation ne soit pas l'objectif des banques centrales, puisque lorsque l'on considère les dettes gigantesques qui ont été levées depuis une vingtaine, trentaine d'années, et surtout ces 3-4 dernières années, où, par exemple, aux États-Unis, l'argent imprimé rien qu'en 2021 était équivalent quasiment à toute la dette générée depuis 20 ans, eh bien, l'inflation rend le service de cette dette, et en tout cas le remboursement éventuel de cette dette, moins compliqué, puisque ça bouffe sa valeur. Et l'évolution de cette dette, malgré tout, est continue. Et donc c'est ça où il y a un paradoxe, c'est soit ils essayent de faire quelque chose mais ça ne marche pas, soit ils font n'importe quoi et ça ne marchera pas non plus. Par exemple, il y a une dette très très forte, qui, à un taux zéro, ne coûte pas en intérêt, mais enfin qu'il faudra quand même rembourser. Or, les taux d'intérêt montent. Si les taux d'intérêt montent, cette dette coûtera de plus en plus cher. Et le coût de remboursement de la dette devient, dans énormément de pays occidentaux, le poste principal de coût dans les budgets des États. On s'attendrait à ce qu'un État se dise, bon, on va réduire cette dette, et pour ça, on va, avant de la rembourser, déjà réduire les dépenses de manière à avoir des budgets équilibrés. Aucun État ne fait ça. Chaque année, si on a des dépenses si on a des revenus de 100, les États vont dépenser 150, 200. Et donc, ils ne font que aggraver la dette, ils ne font que la creuser, ils ne font que augmenter ce qu'ils vont devoir payer. Et malgré ça, les taux d'intérêt ont augmenté. Ça n'a pas l'air de beaucoup, 3, 4, 5% de taux d'intérêt, mais ce sont des sommes gigantesques qui sont en jeu. Rien que l'État fédéral américain a une dette de 30 000 milliards, pas loin, on ne va pas chipoter pour 1 trilliard de dollars, à 0% d'intérêt, on la remboursera un jour, peut-être, mais à partir du moment où vous êtes à 5% d'intérêt, 5% sur 30 trilliards, putain, ça commence à faire des trilliards tous les ans. Et donc ça s'ajoute au budget. Alors vous allez me dire, ils s'en foutent, ils impriment la monnaie, comme ils impriment, ils payent les intérêts, et ils creusent la dette, et ils s'en foutent puisqu'ils impriment cet argent. Mais cet argent, au bout d'un moment, il va être dépensé quelque part. Et donc il crée un effet inflationnaire. Alors s'il reste dans un circuit financier, ça va, mais ces banques, elles payent grassement leurs cadres, elles payent leurs actionnaires. Et donc ces gens, au bout d'un moment, ils achètent des yachts, ils achètent des Ferrari, ils achètent des avions privés. Et ça fait tourner l'industrie, ça fait tourner les services de maintenance, ça fait des emplois. Et donc cet argent, au bout d'un moment, il revient dans l'économie. Les gens, ensuite, ils vont faire des courses, eux-mêmes vont s'acheter des bagnoles, des maisons, etc. Cet argent, il va être dépensé, donc il va faire tourner l'économie tôt ou tard. Et donc, ça a un effet inflationnaire. Donc, on se rend compte on est dans un système où les taux d'intérêt sont
sont montés. Alors peut-être ne vont-ils pas monter beaucoup plus. Ils sont à peu près 4,5%, 5%, ça dépend, mais à peu près 4, 4,5%. Donc cette dette commence à coûter cher, donc il faut imprimer encore plus. Et donc l'inflation continue. Elle est peut-être pas folle, elle sera peut-être pas à 10 chiffres tout le temps. Aujourd'hui, elle a largement dépassé. En gros, les chiffres que vous entendez dans les médias, il faut les doubler pour avoir à peu près le chiffre réel. Et le chiffre qui est ressenti par la population. Et donc, que font les... Donc le risque, c'est que en fait, le pouvoir d'achat est en train de se faire détruire alors que l'économie elle-même va être en train d'être détruite. Donc, que font que font les gens fortunés? Eh ben, ils ne sont pas contents. Ils se disent, mais cette inflation, elle nous touche. Alors, elle ne nous touche pas partout. Parce que celui qui est fortuné, il va avoir de l'immobilier, il va avoir des biens qui sont rémunérateurs, qui sont générateurs de profits, de revenus. Mais c'est quand même désagréable d'imaginer que ton milliard que tu as en banque, imaginez ces super riches comme l'autre enculé, là, Bill Gates, ou le mec qui a l'air un peu plus sympa, mais quand même bizarre, Elon Musk. Les types ont des centaines de milliards. Si chaque année ils perdent 5% ou 10% de leur pouvoir d'achat, ça va pas. Donc, que font les banques centrales? Elles stimulent l'augmentation des valeurs boursières. On a vu que, certes, 2022, c'était une année très mauvaise, avec une baisse de 20% sur les marchés occidentaux, en tout cas, États-Unis, Europe. Mais enfin, là, on voit que pendant ce mois de janvier, ça a bien remonté. Pourquoi? Parce qu'il y a une injection de liquidité pour faire tenir le marché, pour faire plaisir aux copains, mais aussi pour payer et financer les retraites des boomers qui sont en train de largement avoir tous pris leur retraite. Et il faut bien payer leur retraite, leur croisière, leurs vacances tous les ans, 4 fois par an, pour aller par-ci, par-là, parce que ces gens-là ont mis leurs épargnes dans des fonds de pension, et ces fonds de pension, ben, ils sont essentiellement cotés en bourse. Donc il faut maintenir les prix des actions boursières, je arrange ma chaise, pour qu'elles soient élevées. Et donc, ça a un effet inflationnaire, puisque ces croisières, ces voyages en avion, ces dépenses, la maison secondaire, les balades en bagnole, ça coûte. Alors, vous allez me dire, ouais, moi je suis retraité, ou mes parents sont retraités, ils vivent avec 1000 balles par mois, etc. Oui, mais c'est déjà gigantesque, vous vous rendez pas compte comment c'est dans le reste du monde. Et de toute façon, cette dépense, elle est là. Alors, en fait, le monde est en train de se segmenter en deux. En fait, la tiers-mondisation du monde est bien avancée et nous allons voir la transformation du monde, entre guillemets, occidental, en tout cas structurellement en pays du tiers-monde. C'est-à-dire que vous allez avoir des gens très très riches, protégés, enfin, en tout cas qui vont essayer de se protéger, qui vont vivre dans des quartiers aisés. Alors, dans les gens, alors il y a les ultra hyper riches, bien sûr, mais on va dire il y a une caste moyenne supérieure qui vit de plus en plus de parasitisme autour de l'État, journalistes, fonctionnaires machin, hauts fonctionnaires, machin, tout ça, et les cadres sub des entreprises et les gens du tertiaire qui sont encore avec le vent en poupe avant que l'intelligence artificielle ne les remplace, ne les déplace. Ces gens-là, ils ont des placements en bourse, ils ont de l'immobilier, ils ont des salaires qui ont tendance à peut-être pas être indexés à l'inflation, mais qui sont revalorisés régulièrement par les multinationales et les grandes entreprises ou par l'État qui les emploie ou qui les fait vivre, c'est le cas des journalistes, etc. Et donc, cette classe-là et cette caste parasitaire, elle s'en sort en situation d'inflation. Et pareil pour les retraités qui ont de l'immobilier, qui ont des revenus confortables et qui avaient une épargne sous forme de placements boursiers et autres. Donc ça, clairement, on a un système qui veut les aider. Un peu. On va pas... Mais c'est une petite partie de la population, c'est peut-être 5% de la population en Occident. Et puis il y a le reste, nous, vous, la classe moyenne qui est en train de se faire écrabouiller, classe moyenne qui a des hypothèques sur les éventuelles maisons qu'elle a, sur son éventuel immobilier, et puis les classes pauvres, enfin moyennes inférieures et pauvres, qui elles sont endettées à mort. On voit aux États-Unis que les cartes de crédit, les gens ont des dettes sur les cartes de crédit qui sont gigantesques, et les taux d'intérêt vont heurter justement leur crédit, le remboursement de leur crédit, mais aussi ce sont des gens qui sont impactés par le prix alimentaire. Si vous gagnez 1000 euros et que vous dépensez 500 euros tous les mois pour la bouffe, l'essence, etc., et qu'il y a une augmentation de 10%,
Les 50 euros supplémentaires que vous allez devoir sortir, il faut les sortir des 1000 euros. Si vous gagnez 10 000 euros ou 100 000 euros par mois, admettons que vous bouffez 3 fois plus cher que celui qui bouffe à 500 euros et que vous avez 1500 euros de dépenses d'alimentaire. Les 10% d'augmentation, c'est-à-dire 1500 euros, donc significativement plus que quelqu'un qui a 1000 euros et qui dépense 500, mais sur votre salaire de 10 ou de 100 000, c'est pas important. Vous avez encore de la marge. Et celui qui tire la langue, et là j'ai pris un salaire de 1000, net, ce qui fait déjà plus que la moyenne, je pense, dans pas mal de pays occidentaux, eh bien, ça devient très difficile. Ça devient très, très difficile. C'est ce qui avait déclenché les printemps arabes, hein, rappelez-vous, en Égypte, en Tunisie. C'était tout d'un coup l'effet inflationnaire autour de cette période 2007, 2008, 2009, de crise financière déjà à l'époque. La structure des banques est devenue de plus en plus difficile. Les liquidités sont de plus en plus complexes en plus. Nous avons une incapacité très importante à se refinancer avec ces taux d'intérêt élevés. L'immobilier lui-même devient compliqué puisque vous vouliez acheter une maison, vous voulez vendre une maison. Comme les taux d'intérêt sont plus élevés, c'est plus compliqué d'obtenir un emprunt ou une hypothèque. Et donc, pour la vente, ça va être plus lent et plus difficile. Donc, on aura tendance à baisser les prix. Et pour acheter, il y aura moins d'acheteurs. Donc, nous sommes dans une phase d'immobilier. Alors, certes, ça dépend quel bien, où il est, etc. Mais là aussi, si vous êtes très riche, vous avez de l'immobilier de très bonne qualité à des très bons endroits. Et si vous êtes pauvre, vous n'avez pas d'immobilier. Ou si vous en avez, vous avez acheté un truc au ras des pâquerettes dans un mauvais endroit et qui va perdre beaucoup de valeur. Donc ces crises, et ce sera important parce qu'on va parler de la partie sociale, les crises, en fait, elles touchent toujours immensément plus les pauvres qui ont fait des mauvais choix de vie, qui n'ont pas les ressources, qui n'ont pas ces économies pour permettre de se retourner, et qui, parce qu'on leur a fait miroiter, surtout la classe moyenne, on a fait miroiter à la classe moyenne de pouvoir vivre comme des gens riches, eh bien, ils ont acheté en fait des ersatz de richesse de très mauvaise qualité. Les maisons pavillonnières, en général, sont de très mauvaise qualité. Les bagnoles qu'ils utilisent ne s'apprécient pas. Le riche qui roule en voiture de collection, sa voiture de collection, elle prend de la valeur. Toi et moi qui roulons en Logan, notre voiture, elle nous sert, mais elle perd de la valeur. Et en plus, comme on l'utilise trop, parce que voilà, elle va s'user d'autant plus vite. Donc en fait, voilà la triste réalité du monde que le XXe siècle, la deuxième moitié du XXe siècle nous a fait obéir, c'est que les pauvres, en général, se font toujours niquer. Quel que soit le système, quel que soit le régime, ils se font niquer dans les systèmes socialistes, ils se font niquer dans les systèmes communistes, ils se font niquer dans les systèmes libéraux. Moins. Ils peuvent s'enrichir dans le système libéral, il y a un ascenseur social. Mais à la fin, ils se font niquer quand même. Enfin, ceux qui n'ont pas pris l'ascenseur, ils se font niquer quand même. Donc c'est la merde et donc ça va gueuler. Et on va en parler un petit peu plus tard. Je reprends sur mes notes. Ce que me disent mes amis banquiers, c'est que 2023, alors vous allez me dire, champion, ils ont inventé l'eau chaude, ça va être une année instable, volatile et où il y a beaucoup de vulnérabilité partout. L'énergie, l'alimentation par les prix, la Chine qui représente c'est 25% de la production mondiale aujourd'hui, qui est quand même dans une situation un peu difficile et qui consomme énormément de zinc. Il me montrait que c'est entre 10 et 50% de la consommation des matières premières du monde. Regardez les taux de zinc, je crois que c'est 50% du zinc mondial, 50% du cuivre, une très grande partie de l'aluminium, du fer, c'est utilisé en Chine. Et alors certes, la Chine a de l'énergie russe et le gaz, notamment, et le pétrole qui viennent de Russie de plus en plus, l'Inde aussi, mais ça reste des économies qui sont vulnérables parce qu'elles sont si importantes et si lourdes.
Le chômage va augmenter cette année, certainement, et ça c'est quelque chose qui est prévu par les différents banquiers à qui j'ai parlé, où tous me parlent de récession. C'est bienvenue au club, hein, ça fait longtemps que je l'annonce. Ils nous parlent de récession, mais ils ne savent pas quelle va être l'intensité de cette récession. Alors il y a plusieurs scénarios. Soit on a une récession faible, et à ce moment-là, on estime que récession qui va être visible à partir de la deuxième moitié de l'année. Pourquoi? C'est parce que même si les entreprises commencent à virer, commencent à dégraisser aujourd'hui, ça prend un certain temps avant que l'impact soit réalisé par l'individu, et donc la somme des individus font une économie, et que, en plus, pas mal d'entreprises, elles vont commencer d'abord à couper les contrats externes avant de virer vraiment les gens, parce que virer des gens, c'est virer des gens qui coûtent cher à embaucher et à former. Surtout ces 2 dernières années où c'était compliqué d'embaucher des gens. Donc voilà, on est en fait dans des gestions de crise extrêmement courtes, avec des amplitudes assez importantes, et ça c'est très très mauvais parce que ce qu'a besoin une entreprise, ou toute activité économique, c'est de la prévisibilité et finalement des progressions euh, qu'on arrive à gérer dans la durée et qui sont avec le moins d'à-coups possible. Alors, d'autres nous pensent que alors eux sont ceux qui pensent que les marchés vont plutôt monter toute l'année, notamment. Les autres qui pensent plutôt à une crise beaucoup plus lourde, eux la voient aussi dans la deuxième moitié de l'année, parce qu'encore une fois, ils me disent effectivement, dans les premiers 6 mois de l'année, la situation, va être à peu près stable. On va pas le voir, on va pas voir l'impact du dégraissage, et bien au contraire, les entreprises vont dire, vous voyez, on a baissé les coûts, on a viré des gens, et donc notre rentabilité est assurée, donc continuez à investir chez nous, regardez, notre progression sera bonne, etc. Et donc ça peut être quelque chose donc cette crise accrue, elle pourra faire très très mal. Parce que si effectivement on rentre dans une cassure importante comme celle de 2008, mais amplifiée par le fait qu'il y a encore plus de trucs pourris dans les banques, dans les bilans, amplifiée par une crise immobilière, amplifiée par l'inflation, amplifiée par ces phénomènes de récession économique très importante, eh bien, on peut avoir là un choc réel en bourse, un vrai crash. Alors aujourd'hui, il est pas là, il n'est pas encore là. Il pourrait, mais visiblement non. On ne l'observe pas. Mais il pourrait venir très rapidement, et on verra évidemment sur les impacts que peut avoir la guerre là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on peut ensuite dire sur les taux d'intérêt? Les taux d'intérêt, ils ont l'air de se stabiliser, mais les banques fédérales, la banque cantonale, la banque centrale européenne et la Fed aux États-Unis, et la Banque nationale suisse et la Banque du Japon, elles sont assez imprévisibles. Elles sont coordonnées. Ça, on sait que quand l'une dit on va augmenter les taux d'intérêt, elles vont toutes le faire. Pas toutes de la même amplitude, pas toutes au même moment, mais c'est relativement coordonné. En revanche, on ne sait pas jusqu'où ils vont le faire. Si vous avez 10% d'inflation, renchérir l'argent en passant de 0, 2 à 4, voire 5% d'intérêt, bon, ça va avoir un impact, mais ce n'est pas un impact suffisant pour freiner à 0 le taux d'inflation. À la fin des années 70, quand le taux d'inflation aux États-Unis avait dépassé je crois que c'était du 12 ou du 15%, les taux d'intérêt ont été montés très vite à ces taux-là, et ça avait effrayé tout le monde, et on avait tiré un coup de frein à main à la fois à l'économie, mais aussi à cette inflation, dans un monde où les États n'étaient pas encore super déficitaires, voire pas du tout. Aujourd'hui, les déficits sont tellement gigantesques que tu peux tu peux continuer à monter les taux d'intérêt, tu peux continuer à financer le remboursement, tu transfères de l'argent en fait du travail futur de la population, parce qu'on n'a plus d'argent, donc ce sera le futur travail. On le transfère dans la poche des gens qui t'ont prêté l'argent, donc en fait le système financier qui se rémunère grandement, et en fait on a un cycle potentiellement hyper inflationnaire,
Et les seuls qui se font bastonner, c'est les petits qui travaillent, et eux, ils n'ont pas 40% d'augmentation de salaire chaque année pour compenser. Je dis 40% dans l'hypothèse où on a 40% d'inflation. Ça me paraît une hypothèse folle, mais c'est déjà arrivé, ce genre de situation. Euh, donc, la réalité, c'est qu'on va tomber sur le réel. Qu'on va retomber sur le réel. Voilà, une phrase totalement la palissade. On va enfoncer des portes ouvertes comme ça. Et si elle cède trop facilement, on enfoncera aussi les fenêtres. Voilà. Non, la réalité, c'est que on retombe sur le fondamental qui est qu'une économie, en fait, c'est de l'énergie transformée. On est nombreux à le dire, c'est une phrase qui revient à la mode, mais c'est une réalité qu'on sait depuis longtemps. Si vous transformez votre énergie et qu'elle est pas chère et qu'elle est abondante, vous pouvez vous permettre énormément de déploiements économiques sans trop réfléchir si un SUV c'est une bonne idée ou pas. Tu t'en fous, tu l'achètes, tu le fabriques, tu le vends, tu mets de l'essence dedans et hop, tu roules. Et puis tu as tous les mecs qui roulent en 4x4 en ville. Lorsque les énergies deviennent plus rares et qu'elles deviennent plus chères, et ça vaut aussi pour l'électricité, vous l'avez remarqué comme les prix sont en train d'augmenter, en gros, l'électricité, c'est une énergie extrêmement précieuse. Elle est transformée, elle peut faire fonctionner des moteurs très efficaces. Euh, Moi, je peux vivre sans essence, très facilement. Après, est-ce que les systèmes de distribution de nourriture, eux, peuvent encore fonctionner? Et la réponse est non. Mais au quotidien, regardez autour de vous. Vous pouvez rester chez vous. Mais sans électricité, ça devient difficile. Parce que les télécommunications, Internet ont besoin d'électricité, notamment votre Wi-Fi, sans lequel vos enfants se suicident. Vous avez besoin de faire tourner les machines à vaisselle, les machines à laver, l'électricité, la lumière, etc. Donc, sur Patreon, je parle beaucoup, par exemple, des générateurs, de comment on peut pallier à ce problème-là, des systèmes autonomes solaires, etc. On va en reparler, et dans mes formations également. Maintenant, une fois qu'on a parlé d'énergie, donc l'électricité, par exemple, c'est pareil. Il y a des pays comme la France, par exemple, qui ont fait un excellent choix stratégique il y a 50 ans de partir sur une très grosse production d'énergie nucléaire. Ce qui a permis de garder, en tout cas un temps, alors les antinucléaires diraient artificiellement parce que n'a pas été pris en compte le coût de l'arrêt et du démantèlement des centrales nucléaires. Ils ont sans doute raison. Mais en tout cas, d'un point de vue de flux financier, c'était très très bon marché le nucléaire. Et donc, l'économie a pu se développer au cours des années 70, 80, malgré toutes les décisions débiles qui ont été prises, l'économie s'est quand même développée et en France, on a pu vivre relativement bien et relativement bon marché par rapport à d'autres pays. Mais c'est fini. C'est fini parce que entretien des centrales, plus de consommation, vous êtes passé de 60 millions à 67 millions d'habitants, puis vous n'avez pas ajouté que des futaies, hein, donc il y a moins de travail, mais il y a quand même beaucoup de consommation. Et donc, tout d'un coup, au lieu de progressivement augmenter le prix de l'électricité en créant peut-être un fonds, un petit pactole qui permet de prévoir cette transition énergétique dont on nous parle tant et qui va être très très difficile, voire impossible, et bien là, tout d'un coup, on fait un bond de x3, x4, x10 des prix, comme ça, en une année. Mais on parlait d'économie qui a besoin de prévisibilité et de prévoir un petit peu. C'est impossible. Donc, fermeture des usines, entreprises qui disent je me casse, je vais ailleurs, les conserveries qui s'arrêtent, etc. Pareil pour le gaz, qui est plutôt utilisé pour le chauffage, mais aussi pour l'industrie chimique, etc. Et ce, malgré la promesse qui ne peut pas être tenue des États-Unis de livrer l'Europe avec du gaz liquéfié. Et puis là, ce coup-ci, on ne peut pas les choper, par exemple, en Algérie, puisque quand vous regardez les chiffres, vous vous rendez compte que les forces militaires algériennes, elles sont bien plus puissantes que la plupart des armées européennes, par exemple. Je prends l'Algérie, je pourrais prendre comme exemple également le Maroc, etc. Le monde change, les amis. L'Europe, c'est fini. L'Europe, c'est mort. D'ailleurs, si vous voulez venir en Europe, ne venez pas. Je le dis aux non-européens, venez pas. Ça va être la boucherie ici, ça va être le bordel. On va redevenir méchant, donc venez pas, venez pas, venez pas. Et alors, déjà qu'on est con, alors si en plus on devient méchant, ça va être terrible. Quand je dis on, c'est nos classes dirigeantes.
et les classes intermédiaires supérieures qui sont les pires égoïstes qui existent. Ça fait partie du cahier des charges. Bref, c'est une situation économique et financière qui est très fragile en 2023. Et il est bien possible que ces banquiers, en tout cas, leur avis consensuel, c'est de dire que dans les premiers 6 mois, c'est pas là où il y aura un choc. À voir, mais c'est bien possible qu'ils aient raison. C'est bien possible aussi qu'on ait une récession, une crise économique gigantesque, en voyant les cours de bourse continuer à monter parce que c'est totalement artificiel. Mais bon, si les banques centrales sont les seuls propriétaires des bourses parce que tout le monde a dû vendre pour pouvoir vivre ou fuir, ça devient le communisme financier. C'est-à-dire que les banques centrales possèdent toutes les entreprises d'un point de vue capitalistique. Elles ont acheté les actions, il n'y a pas besoin de nationaliser, tu achètes tout, parce que pour maintenir le cours, tu fais en sorte d'en acheter régulièrement. Bon, ça devient virtuel, ça devient rigolo. En tout cas, ce que les banquiers pensent de plus en plus, c'est de quand même valoriser des entreprises qui sont dans des produits industriels, peut-être le moins dépendants possible des énergies, mais bon, elles sont toutes dépendantes de l'énergie. Mais d'éviter les services à la personne, mais d'aller sur l'alimentaire, la pharmacie, enfin tout ce qui est pharmaceutique, production de médicaments pour les gens, et de bien choisir les actions qui correspondent à des entreprises qui ont des flux d'approvisionnement courts. C'est-à-dire celui qui dépend de la Chine, de l'Inde pour fabriquer quelque chose, si ça s'arrête, il va faire comment? Tandis que celui qui travaille localement, ça peut être des entreprises même industrielles, eh bien va mieux s'en sortir. Donc voilà, pour la partie financière, voilà ce qu'on peut en dire. J'ai trouvé très intéressant, c'est que tous mes amis banquiers ici en Suisse, depuis que j'en connais, disent toujours ça va bien aller cette année, voici comment et pourquoi, mais ça va bien se passer. Et quand ça se passe mal, ils te disent ah, on n'avait pas vu ceci et cela, mais ça ira mieux l'année prochaine. Là, c'est vraiment une des premières fois où tout le monde dit on ne sait pas trop où ça va aller, et très franchement, ça peut aller mal. C'est une évolution qui s'est faite progressivement, mais là, clairement, on ne nous dit pas ça va aller bien, on ne sait pas pourquoi, mais ça va aller bien. Non, là, ils nous disent ça peut aller, ça va, mais ça peut surtout aller pas très bien, et ils comprennent pourquoi, et ils expliquent pourquoi. Et ils ont bien compris, hein, ce lien entre dette, état déficitaire qui la creuse de plus en plus, même individu déficitaire qui la creuse de plus en plus, et taux d'intérêt et inflation, tout ça est lié, comme on le voit, et en fait, il n'y a pas d'issue. La seule issue, ce serait de dépenser moins que ce que l'on gagne, pour les États comme pour les individus. Or, les États ne sont pas prêts à le faire, parce qu'ils sont arrivés à des niveaux de dépendance où si l'État devait réduire ses dépenses par 2, devait les diviser par 2, ce qui serait à peu près ce qu'il faut, mais il faut couper où? On coupe quoi? Les écoles, les arts, les allocations, la CAF, enfin, puis quoi? Puis révolution. On voit juste pour des retraites, passer à 64 ans, mais bon. Bref, mais ça va être l'explosion. D'ailleurs, ça va être l'explosion. Bon, on va en parler dans la partie suivante. Je vais continuer sur Patreon toute la partie Ukraine, Troisième Guerre mondiale, et c'est là où ça va continuer. Donc je vous encourage de m'y rejoindre. Vous avez je publie sur Patreon 3 ou 4 vidéos et des articles et des liens pour voilà, des sources d'informations alternatives toutes les semaines. Et vous pouvez surtout dialoguer avec les autres qui y sont déjà, qui se préparent, qui ont des trucs et astuces, qui ont des compétences pointues parfois, particulières, et qui peuvent aussi partager leurs expériences et là où ils en sont dans leurs préparatifs, et faire du lien, faire du réseau. Ça les vaut. Hein. On s'y retrouve. À très bientôt. Les liens sont dans la description. Ciao et préparez-vous.